Bonjour bande de gueux, j'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué, c'est probablement pour suivre le premier projet de cette chaîne qui va s'appeler Le Fléau de Valcoeur. Le Fléau de Valcoeur est un jeu de rôle que vous allez pouvoir suivre soit sur Twitch directement en live, mais aussi sur YouTube en rediffusion. Afin que tout le monde passe un bon visionnage, je vous ai préparé un petit tutoriel pour savoir ce qu'est un jeu de rôle et les règles de celui-ci. Un jeu de rôle est une histoire interactive qui va être racontée par un narrateur appelé maître du jeu. Dans le cas de Valcoeur, je serai votre maître du jeu. Ce récit, comme un jeu vidéo, va vous présenter plusieurs joueurs qui vont incarner les protagonistes de celui-ci. Afin que cette histoire soit le plus interactive possible, divers moyens seront mis en œuvre. Les descriptions des décors et actions seront assurées par ma magnifique voix et moi-même. Vous aurez aussi un support visuel grâce à Roll20, un logiciel de jeu de rôle qui vous permettra de voir les décors et la progression des joueurs en temps réel. Et tout ceci sera évidemment accompagné par des musiques, effets sonores et ambiance. Voyons maintenant les règles et les spécificités de ce jeu de rôle. Pour simplifier la compréhension de l'histoire, les joueurs feront leurs actions à tour de rôle. En dehors des déplacements, toute action devra faire l'objet d'un jet de dés. Il existe différents types de dés avec différents nombres de faces, 4, 6, 8, 10, 12, 20 et 100. L'objectif pour le joueur, afin de réussir, sera de faire le jet de dés le plus bas possible. Malheureusement, plus l'action sera difficile, plus le joueur aura de chances d'échouer et donc plus le nombre de faces augmentera sur le dé. Prenons un exemple. Anaël s'est retrouvé bloqué sous un rocher après un éboulement. Leroy, n'écoutant que son courage, va foncer à sa rescousse. Le problème, c'est que le rocher est bien trop lourd et que Anaël va probablement rapidement se vider de son sang. Afin de sauver son ami, il devra effectuer un test de force. Ce test de force va être déterminé par son jet de dés. Si son jet de dés est réussi, il pourra évidemment soulever le rocher et libérer Anaël, mais s'il échoue, Anaël se videra de son sang dans d'atroces souffrances. J'ai tout à l'heure parlé de test de force, mais comment déterminer la force d'un personnage ? Ou alors, tout simplement, comment déterminer une de ses capacités? Eh bien, chaque personnage, joueur ou non, aura une fiche personnage. Une fiche personnage est un outil qui va définir les caractéristiques et la personnalité d'un personnage. On va donc y retrouver des descriptions physiques et morales, et aussi la feuille de statistiques qui va déterminer ses capacités. Pour clarifier un peu tout ça, je propose de vous en montrer une. Ce sera plus simple pour vous et pour moi. Voici donc une fiche personnage et nous revoilà à nouveau avec Leroy. On remarque évidemment tout de suite les informations de base du personnage qui nous permettront de le reconnaître facilement. Donc son âge, sa taille, son poids, une petite description globale, mais aussi une photo et son passif, c'est-à-dire tout ce qu'il a vécu avant les aventures que nous allons raconter aujourd'hui. Nous allons aussi retrouver son caractère, ce qui va permettre au joueur de plus facilement s'imprégner du personnage et jouer son rôle au mieux possible. Donc par exemple, nous allons retrouver asocial, bagarreur et maso. Ce sont trois traits de caractère qui le définissent le mieux. Et le joueur va devoir s'en inspirer afin de jouer son personnage le mieux possible. Si on descend un petit peu plus bas, on va voir deux tableaux. Le premier, on va le laisser de côté pour le moment, je vous en parle un tout petit peu plus tard. On va se concentrer sur le deuxième. Tout à l'heure, je vous avais parlé de test de force, de jet de dés. Et bien c'est sur ce tableau que l'on va déterminer comment les jets de dés sont réussis ou s'ils sont échoués. Donc vous voyez des petits numéros. Et bien les numéros, c'est le score que le joueur ne doit pas dépasser pour réussir son jet. On va déjà remarquer trois caractéristiques principales. La condition physique, le mental et le social. Ces trois caractéristiques sont représentatives globales de tous les types d'actions que l'on peut retrouver dans un jeu de rôle ou dans le monde réel. Typiquement, la condition physique est censée montrer les actions actives, courir, sauter, bouger, ce genre de choses. Pour ce qui est de la condition mentale, évidemment, ça va être notre capacité à réfléchir, à faire des stratégies, à élaborer des plans, à observer les choses. Notre social, évidemment, pas besoin de vous l'expliquer, c'est le fait de parler. Afin de préciser ces informations et de les rendre plus réalistes, on va retrouver en dessous des sous-statistiques, ou des statistiques secondaires. À quoi elles vont servir? Eh bien, elles vont servir à déterminer plus précisément les capacités du personnage. Typiquement, je prends Leroy, qui a une très bonne condition physique. Malgré tout, il est grand, il est costaud, c'est logique qu'il ne soit pas forcément rapide ou agile. Donc, pour pallier à ça, on va modifier certaines de ses statistiques. La force sera élevée, bien évidemment, donc on met un bonus de plus 2, un bonus de plus 1 en endurance, car il est aussi très endurant. Ensuite, nous aurons l'agilité, forcément, un gros gaillard comme lui ne sera pas forcément très agile, et la vitesse, pareil, il fait de souvenir 120 kg, autant vous dire qu'à 120 kg, on n'est pas bien rapide. Ensuite, dans le mental, on va trouver d'autres spécificités. L'intelligence, la capacité à comprendre les choses, la connaissance qui va nous permettre de savoir si la personne a une bonne éducation, la volonté qui nous permettra de voir à quel point la personne résiste à la peur, et la précision, sa capacité à tirer, sa capacité à envoyer des objets, mais aussi la perception, sa capacité à voir son environnement et à observer, tout simplement. Pour le social, on aura le charisme, évidemment, qui sera la capacité à charmer les personnes, la manipulation qui nous permettra d'obtenir quelque chose des autres, le commerce qui va évidemment nous permettre de commercer avec les gens, l'intimidation qui nous permettra évidemment de faire peur, et le leadership, c'est une statistique un peu spéciale qui permet, lors d'un conflit entre plusieurs joueurs, de prendre une décision. C'est-à-dire, admettons, Leroy et Anaël se disputent, Leroy veut faire entendre raison à Anaël, il fera un test de leadership
pour la forcer à l'écouter. Plus bas, nous allons retrouver les compétences. Donc les compétences, c'est ce que le joueur a appris au cours de sa vie. Par exemple, un homme qui a appris l'équitation, sera monté à cheval. Un homme qui a appris à se battre à l'épée aura un bonus quand il se servira d'une lame. Vous avez compris à quoi ça fonctionne. Je ne vais pas m'étendre sur les compétences de Leroy, vous les découvrirez en jeu, ne vous en faites pas. En dessous, nous allons trouver les traumatismes ou les compétences néfastes. C'est l'opposé de ce que pourrait être une compétence. Par exemple, une personne qui est douée en équitation, eh bien là, sera soit complètement nulle à l'équitation, soit aura peur des chevaux. Ce qui veut dire qu'il ne pourra évidemment pas monter à cheval. Ce sont toutes ces petites faiblesses qu'un personnage peut avoir qui donnent un peu de piment au jeu de rôle, tout simplement. Typiquement, une personne qui ne saura pas lire aura des difficultés à déchiffrer une énigme. Une personne qui ne saura pas nager, évidemment, se noiera rapidement. Et tout ça peut amener à des situations plutôt amusantes, vous le découvrirez vite. En dernier, il y a évidemment l'équipement. C'est ce que porte la personne sur elle. Une tenue, une armure, une arme, un bouquin, etc. Maintenant, revenons sur le premier tableau, vu un peu plus tôt. Donc, c'est le tableau des peurs et des traumatismes. À quoi sert-il? Eh bien, comme vous le savez, enfin, comme vous allez le découvrir plutôt, les héros de mon jeu de rôle ne sont pas des aventuriers sans peur et sans reproche, bien loin de là. Ce sont des personnes lambda qui ont des peurs comme tout le monde et qui ont des faiblesses comme tout le monde. Pas inintéressant, mais lambda, c'est à retenir. Vous allez voir que nos personnages sont très intéressants. Donc du coup, pour illustrer ce tableau, je vais vous l'expliquer à travers un mini scénario. Nous retrouvons donc Arnaud en train de traverser un pont. Vous voyez qu'en dessous de lui, il y a évidemment une chute vertigineuse, mais probablement de l'eau, qui ne sera pas assez profond malheureusement pour amortir sa chute. Il progresse sur ce pont, mais malheureusement il y a beaucoup de vent, le pont est endommagé, et évidemment au moment où il passe dessus, les planches craquent. Une planche craque sous son poids. Il fait un test de volonté pour savoir s'il continue de traverser, et s'il est assez courageux pour le faire. Malheureusement il le rate, ce qui le fera passer en état de peur léger. Le joueur obtiendra un malus dans ses statistiques de physique. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on a peur, on commence à avoir des tremblements, on est un peu moins sûr de nous sur nos mouvements, donc on obtiendra un malus dans les stade de conditions physiques. Arnaud poursuit la traversée du pont, mais malheureusement une deuxième planche craque et cette fois-ci il n'a pas le temps de le voir venir et se retrouve suspendu au-dessus du vide. On fera évidemment un nouveau test de volonté pour voir comment il s'accoutume à cette nouvelle situation et évidemment pour notre scénario il va le rater. Donc il se retrouvera coincé au-dessous du vide et obtiendra un malus de 1 à ses statistiques de psychique. Il ne sera plus en état de réfléchir correctement, il sera terrifié. Ensuite, il se redresse et réussit à poursuivre malgré tout son ascension. Et c'est à ce moment-là que Grande Bourrasque fait retourner le pont. On est sur une tempête de vent sans précédent, le pont se retourne. Eh bien, Arnaud se retiendra à nouveau au niveau des cordages, est en train de survivre comme il peut. Il ratera à nouveau un test de volonté et sera en état de panique cette fois-ci. Même son social sera affecté, donc il cumulera les 3 malus. Physique, psychique et social. Ensuite, Arnaud finit par malheureusement lâcher. Il n'avait plus assez de force pour tenir. Il tombe dans la rivière. Il fait un plat. Il manque de se noyer. Mais au dernier moment, il réussit à rejoindre la côte. Il devient traumatisé suite à son test de volonté à nouveau raté. C'est-à-dire qu'il aura tout simplement un traumatisme. Donc soit je lui mettrai un malus permanent dans une de ses statistiques, qui sera probablement lié à la condition physique étant donné l'action qu'il a voulu entreprendre. Mais cela peut aussi être une compétence néfaste, comme on l'a vu tout à l'heure, typiquement peur du vide ou peur de l'eau. Il finit par atteindre le rivage et l'autre côté de la berge, mais quand il y arrive, un monstre terrifiant arrive devant lui. Évidemment, tétanisé, il passera en état de choc. Il me fera un nouveau test de volonté qu'il ratera, évidemment pour le bien de cette scène, et sera bloqué pendant un des 4 tours. Il sera paralysé par la peur. Maintenant, admettons que cette créature manque de tuer Arnaud à plusieurs reprises. Elle le met en sale état, il voltige dans les airs, ses amis finissent par l'aider, mais le mal sera déjà fait. Il me fait un dernier test de volonté, qu'il ratera évidemment pour les biens de cette explication, et passera en état fou. L'état fou, c'est simple. Le joueur jouera une classe de dés au-dessus jusqu'à la fin du jeu de rôle. Admettons, un joueur classique jouera avec un D4 pour la situation qui est plutôt simple, lui jouera avec un D6. Pourquoi? Eh bien parce que l'image de cette créature qui l'a lacéré, qui lui a blessé les chairs, restera gravée indéfiniment dans sa mémoire. Chaque fois qu'il fermera les yeux, il verra cette créature. Il ne saura jamais réellement à ce qu'il fait, ce qui le amènera en état de folie. Bien, maintenant que nous avons exploré chaque recoin de ma fiche de personnage, je pense que vous maîtrisez assez les règles pour que nous puissions lancer l'aventure. Mais avant tout, j'aimerais vous poser le contexte, histoire que vous n'ayez pas non plus regardé cette vidéo juste pour un tutoriel. J'aimerais bien vous expliquer un petit peu les bases de cet univers que nous allons traverser ensemble. Nous sommes dans un univers médiéval fantastique assez sombre, dans lequel divers empires et pays se font la guerre pour le pouvoir et les alliances. Mais vous êtes bien loin de tous ces conflits et afflictions de ce grand monde. Notre intrigue prend place dans la région et les terres de Valkeur. Elle se trouve tout au sud de l'empire de Sturgia, l'un des empires les plus puissants et les plus grands du continent. Il est régi par des humains et contrôlé d'une main de fer et de maître par l'impératrice Alexandra II. Votre village fut fondé grâce à diverses expéditions archéologiques menées dans la région,
car les ruines d'une ancienne civilisation plus avancée appelée les Orsiniens sont légion au sud de l'Empire. Comme Valker est une ville perdue à la frontière de l'Empire, les habitants ont tendance à quitter le village, mais sont sans cesse renfloués par de nouvelles expéditions toujours plus nombreuses. Ce qui a pour effet que malgré la promiscuité du village, les habitants ne se connaissent pas bien. Pour remédier à ça, le fondateur du village a modifié une fête religieuse afin que les pratiques et les rites de celle-ci permettent le rapprochement de la population. Elle permet évidemment la vénération du dieu solaire, principale divinité de ce monde, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Les premières épreuves du rite consistent à réunir les personnes du village qui ne se connaissent pas en vue d'une chasse pour préparer les victuailles de la fête solaire. C'est donc lors de ce premier jour de chasse que commence notre intrigue.